Et si toute votre vie, votre sort, votre santé, même votre esprit a été façonné avant votre naissance, tout parce que les ancêtres étaient obsédés par le maintien. Leur lignée pure. Pendant des siècles, les familles royales à travers le monde ont fait un commerce effrayant, risque génétique pour pouvoir politique. Le résultat, brisé. Esprit, corps brisé et arbres familiaux. Tordus au-delà de la reconnaissance. Aujourd'hui nous sommes. Découvrir le déchirant. Incroyable, et parfois vraiment. Des histoires troublantes de l'histoire le plus. Femme consanguine. Et croyez-moi, par le fois que nous atteignons le numéro 1, vous serez étourdi. Démarrez au numéro 10 c'est Isabella II d'Espagne, qui a régné de 1833 à 1868. Un monarque dont la vie n'a pas été marquée par grandeur, mais par le sombre coup de génération de mariage mixte. Née en 1830, l'arrivée d'Isabella en tant que la fille a été étrangement accueillie après l'espoir long et désespéré de son père pour un héritier masculin. Mais la joie n'a pas duré. Dès le début, la santé d'Isabella et celle de sa sœur soulevaient des préoccupations silencieuses. Et ce n'est pas surprise, sa naissance était le résultat d'une union entre un oncle et sa nièce. Il devient plus emmêlé. Ses grands-parents sur un côté étaient aussi elle, arrière-grands-parents de l'autre. Un vrai labyrinthe de la lignée. À seulement 16 ans, Isabella lui était mariée. Cousin double seconde. Elle portait les enfants, mais seulement 5 ont vécu. Force. Et voici où les choses vont encore plus compliquées. De nombreux historiens croient que son mari n'a rien fait. Ses enfants survivants. Leur mariage était probablement tendu, influencé par vérité personnelle et peut-être tacite. À propos de l'identité de son mari. Dans le fin, Isabella a perdu sa couronne, mais l'héritage reste un imprégné dans le ombre de la génétique de sa famille. Entre pages. Au numéro 9, nous trouvons Marie-Louise d'Autriche. Née en du plus profondément enchevêtré d'Europe. Dynastie, ses parents étaient doubles en premier. Cousins, ce qui signifie qu'ils partageaient les deux ensemble. Des grands-parents. Dans une famille où les mariages cousins étaient la règle, pas exception. La tragédie est venue souvent. De 12. Les enfants, seulement 7 vivaient à l'âge adulte. L'intensité de la consanguinité dans sa lignée est stupéfiante. Marie, Louise, génétiquement parlant, n'avait que 4 arrière-grands-parents, la moitié du nombre normal. C'est le genre de scientifique de la compression génétique aujourd'hui. Voire uniquement dans les populations hautement isolées. À 18 ans, Marie-Louise a été remise. Mariage à nul autre que Napoléon Bonaparte, l'ancien ennemi de son père. Il était une stratégie politique, une tentative de la paix, et une décision calculée pour sécuriser un héritier masculin. Pour Marie-Louise, c'était aussi le poids d'un empire placé carrément sur ses jeunes épaules. Au numéro 8, nous passons des palais royaux aux Stark. Réalité d'une petite ville américaine. L'histoire de Lorraine Whittaker prouve que l'héritage de la consanguinité extrême n'est pas histoire ancienne. Ça fait toujours écho. Temps moderne. En vedette dans un bien connu documentaire, la famille Whittaker est devenue une étude de cas dans ce qui se passe quand génération d'isolement et les mariages miraculés ne sont pas contrôlés. Lorraine se démarque comme un effrayant figure, documentée comme l'une des plus individus consanguins dans la mémoire récente. Elle est aussi la mère de Timmy Whittaker, souvent considérée comme peut-être le plus personne génétiquement affectée vivante aujourd'hui. Leur histoire est troublante, pas pour le choc valeur, mais pour le rappel ce n'est pas juste l'histoire royale. C'est humain. Se répéter dans des coins cachés de le monde. Venant au numéro 7, Maria l'amante du Portugal, connue par certains comme Maria le Pieux, bien que d'autres pourraient discuter de Maria le Troublé et plus convenable. Née en 1734, la vie de Maria était une détention mentale montante et un ligne sanguine emballée avec des syndicats royaux loin. Trop proches pour le confort. Ses parents, rois,
Joseph la camionnette du Portugal et de Maria. Anna d'Espagne était le 16e Ibérien. Couple royal rejoint par clause. Intermariage. Et ce n'était pas la fin de celui-ci. Maria elle-même, sous pression. Maintenir le nom de famille, faire un. Décision qui a scellé son héritage. Elle épousa son propre oncle. Les résultats étaient aussi tragiques qu'ils étaient prévisibles. Moitié de ses enfants n'ont pas survécu avec complications génétiques jouant probablement un rôle majeur. Et comme elle a vieilli, Maria, l'état mental s'est détérioré jusqu'à ce qu'elle soit jugée inapte à gouverner. Son histoire en est une de royauté défaite, pas par la guerre ou rébellion, mais par le bilan invisible de répétition génétique. Le numéro 6 nous apporte à la saga déchirante de Mare-Louise. Élisabeth d'Orléans, une femme dont tout la vie se lit comme un roman gothique écrit dans le sang et le chagrin. Née dans un royal profondément dysfonctionnel. Arrangement, son père a été contraint de épouser son propre cousin, fille du roi Louis Ier XIV. Comme le enfant aîné survivant de cette union, Marie-Louise n'avait pas de véritable choix en elle. À venir, elle s'est encore mariée à un autre cousin, le prince Charles de Berry. Les résultats, 3 enfants, aucun d'eux qui a survécu à l'enfance. Si c'était le poids écrasant de la consanguinité ou une autre malédiction des circonstances, l'histoire. Je ne peux pas dire avec certitude. Ce que nous savons, c'est que Marie-Louise s'est transformée en alcool. Un espaçage nichou, selon les rapports. Dès 14 ans, était-ce un cri d'aide ou un moyen de faire face à la main lourde traitée? À elle. Quoi qu'il en soit, son héritage est un. L'histoire tragique du devoir dynastique a disparu. Horriblement mal. Au numéro 5, nous tournons à un moindre connu mais profondément. Figure royale fascinante, princesse Alexia de Grèce. Née en 1965. Son histoire plie la tradition des coldiques, des syndicats royaux et des échos durables, de consanguinité aristocratique. Elle et elle. 4 frères et sœurs provenaient de l'un des derniers mariages royaux importants entre un roi assis et une princesse royale. Mais il y avait plus dans cette union que les titres romantiques. Ses parents, reines, Henri du Danemark et du roi Constantine, 2 de la Grèce, n'étaient pas seulement royaux. Ils étaient étroitement liés, non pas une mais 2 fois. Sûr, ils étaient cousins et 3e. Cousins, créant un double lien qui était aussi politique que personnel. Et leurs arbres familiaux, noués et lourds. Les arrière-grands-parents de Constantin étaient frères et sœurs. Un de ses grands-mères était aussi la sœur de son arrière-grand-père. L'ascendance d'Henri portait son propre héritage enchevêtré. Cependant, leur mariage semblait aimer les liens génétiques étroits ont assuré que les enfants, y compris Alexia, étaient partiellement consanguins. Royal britannique connexe, Reine Élisabeth II et Prince Philippe. Un royal moderne. L'histoire enracinée dans une très vieille tradition. Prendre la 4e place est quelqu'un dont le nom est rarement mentionné malgré elle. Héritage génétique stupéfiant. Maria Antonia. De l'Autriche, un Habsbourg qui a dépassé même son infâme oncle Charles II de Espagne en termes de consanguinité. Tandis que Charles est souvent cité comme le exemple ultime des Habsbourg. Chute génétique, famille de Maria Antonia. Trihant son look simple. Son ascendance n'était pas du tout un arbre. C'était plus comme un vigne en boucle dense, un enchevêtrement de répétitions. Nom et mariage répétés. Certains noms. Parti pour l'appeler génétique. Cercle plutôt qu'une lignée. L'étendue de sa consanguinité était si sévère qu'elle. La similitude génétique correspondait à celle d'un enfant né de 2 frères et sœurs pleins. Pourtant elle. L'histoire est souvent éclipsée. L'histoire peut. Ont oublié son nom, mais à partir d'un point de vue génétique, elle se tenait au trépic de consanguinité de Habsbourg. Une figure silencieuse mais inoubliable. Récit long et complexe. Se diriger vers le bas. De retour dans le temps, le numéro 3 nous présente à 2 figures mystérieuses qui ne se souviennent pas par nom, mais par numéro. Mémie 317 AE.
317b. Bien qu'ils n'aient jamais régné, leur minuscule. Les corps conservés portent une histoire d'ancienne. Chagrin et conséquences génétiques. C. 2 nourrissons étaient les filles. Probablement encore nées de nul autre que Pharaon Tutankamon et sa femme. Anesson, né vers 1300 b.C. Mais voici le détail obsédant. Ankhesemen n'était pas seulement de Tutankamon. Reine. Elle était aussi sa demi-sœur. Ils partageaient le même père, poursuivant un dynastie longue tradition du frère. Mariage au sein de la famille royale de l'Égypte. Tutan lui-même était le produit des années de lignée étroitement confinée. Au moment où ses filles étaient conçues, les risques génétiques avaient atteint un pic dévastateur. Leur courte vie, marquée par des déformations et une fragilité sont rappels effrayants de la façon même de la divine. Les rois ne pouvaient pas échapper à la cruelle arithmétique de la consanguinité. Au numéro 2, nous passons des pharaons et des palais à un cas moderne profondément dérangeant. Kimberley. Culte. Ce n'est pas une histoire royale, mais porte certaines des conséquences les plus sombres. De consanguinité non contrôlée dans Histoire. L'histoire de Kimberley vient de Australie, où sa famille, connue publiquement sous un pseudonyme, est devenue le centre de l'un des plus choquants révélations génétiques et légales de la début des années 2000. Vivant dans un isolement profond, le culte, la famille pratiquée multigénérationnelle, consanguinité, créant une boucle fermée, communauté sans presque pas de génétique extérieure. Saisir. Quand la vérité est apparue, les autorités sont intervenues, découvrant un web dérangeant et complexe qui a conduit à plusieurs enquêtes policières et arrestations. Kimberley, né dans cet environnement, est l'un des plus génétiquement compromis. Les individus jamais documentés. Son cas ne concerne pas la pression royale ou le dynastique. Fierté. C'est un exemple moderne de la façon dont l'isolement et le manque de surveillance peuvent produire un coût humain inimaginable. Et maintenant, en haut de la liste, Cléopâtre II. Philopater, la femme qui plus qu'est quiconque a incarné toute la force de la consanguinité calculée pour pouvoir. Oubliez la version romantique de Cléopâtre souvent montrée dans les films. Cléopâtre n'était pas une figure fantastique mais l'incarnation même de dynastique. Obsession. Bien qu'égyptien par règle, la lignée était purement grecque macédonienne, née de la dynastie Ptolémée qui, frères et oncles pratiquaient sans relâche, mariage de nièces pour garder le pouvoir, concentré et pur. Cléopâtre II. Les parents étaient des frères et sœurs. Ses grands-parents étaient aussi des frères et sœurs et ses propres frères et sœurs se mariaient avant de finalement gouverner seule. Elle était un monument vivant à la stratégie de lignée. Préservation. Puissant mais lourdement accablé. Même son nom, emprunté à rare princesse syrienne, était l'une des rares. Conseil tes chapeaux tout étranger et jamais été autorisé à entrer dans l'arbre généalogique. Cléopâtre II n'était pas seulement une figure royale. Elle était l'aboutissement génétique des générations de lignées étroitement tissées. Impuissant, souverain dont la biologie portait le lourd poids d'une famille calculée. Ambition. Des tribunaux majestueux. Villages oubliés, de scintiller. Couronne à l'isolement éloigné. La poursuite. De pureté, de puissance et d'héritage. Les histoires de ces femmes dans des contes de tragédie, résilience et révélation. Leur vie nous rappelle comment est l'histoire. Souvent façonnée non seulement par la politique ou guerre, mais par les mains invisibles de biologie et sang.